Salut à tous, c'est Minestra et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur FFTCG. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un de mes decks préférés du moment. Un type de deck que j'affectionne particulièrement, vu que c'est mon type de jeu préféré, s'appelle l'Ultra Aggro. C'est un deck qui est pensé pour mettre la pression en permanence, sans aucun temps mort, tout en essayant de réduire au maximum la défense adverse. C'est également un deck qui va avoir un grand intérêt pour les nouveaux joueurs, parce que ça nous permet de commencer le jeu avec un deck qui a très peu de cartes légendaires dans le deck. C'est un deck qui va être très peu cher. Aujourd'hui, on parle de Ninja. Non, pas ces ninjas là, ceux-ci. On commence avec les soutiens. Le premier ninja important du deck, ça va être Meina. Meina, c'est simple, c'est la tuto du deck. On va chercher un avant ninja lorsqu'elle rentre sur le terrain, et on l'ajoute à notre main. Sachant que l'on ne joue que 6 avants qui ne sont pas des ninjas dans le deck, on peut globalement aller chercher ce qu'on veut dans le deck. Ça a un X-Burst, ça va nous permettre, même en prenant des dégâts, de pouvoir chercher ce dont on a besoin. Et en plus de ça, son coût va être réduit par la carte Edge qu'on verra tout à l'heure, qui est la carte clé du deck. On la joue en x3, c'est une carte qui va nous faire du card advantage tout le temps, dans toutes les situations, donc x3. Autre ninja que l'on va jouer, c'est le ninja Opus 8. C'est bien simple, c'est l'archer de l'Opus 1, donc c'est un soutien qui va détruire un autre soutien de coût 2, 3 ou moins pour 2 mana. C'est un soutien de coût 2, de non ninja, donc il va avoir son coût souvent réduit à 1. Et en plus de ça, si jamais on arrive à une situation où on ne peut plus faire d'ultra aggro et qu'il faut gérer un peu les ressources adverses, il va nous permettre de faire ça. Vraiment, c'est une carte qui est excellente, on joue en x3. Autre ninja que l'on va jouer, c'est le ninja de l'Opus 6. C'est un ninja en 2 en foudre. Sachant que les couleurs principales du deck vont être vent et foudre, c'est important d'avoir des cartes des soutiens de ces couleurs-là. Ce soutien a un effet qui est globalement assez mauvais, mais dans ce deck-là peut être intéressant, vu que lorsqu'il rentre sur le terrain, on choisit un avant qui a déjà reçu des dégâts, et on lui fait 5000 points de dégâts. Ça peut être très intéressant, vu que notre but de ce deck-là, on va faire beaucoup de ping sur le terrain. Donc on va pouvoir commencer un ping et achever un adversaire tout en posant un ninja. La carte est excellente, on la joue en x3. On joue ensuite 3 ninjas Opus 2. Alors un ninja Opus 2, c'est l'une des cartes un peu moins fortes que les 3 autres. En effet, il a un effet qui est intéressant, mais qui est beaucoup trop cher. C'est-à-dire pour 2 mana foudre et je l'adule, je fais 2000 points de dégâts en avant. C'est très mauvais, hein, ça coûte vraiment très cher pour ce que c'est. Globalement, on va très peu s'en servir, mais ça peut quand même servir dans certaines situations très précises pour commencer à faire des dégâts. Mais globalement, son seul intérêt, c'est d'être un ninja qui coûte 2. C'est tout ce qui importe, on joue vraiment que pour ça, et on joue en x3. Notre objectif, c'est d'avoir le plus de ninjas possible. Et enfin, on va jouer en x3 le ninja Opus 5. C'est le seul soutien feu du deck qu'on va jouer, parce qu'on va juste jouer un peu de splash feu. Il a un intérêt parce que justement, comme c'est un ninja feu, il va nous permettre de jouer si jamais on se fait gérer nos ressources, Il va avoir un intérêt parce que si jamais on se fait gérer nos ressources, on aura quand même un soutien feu pour jouer notre autre carte feu du deck. De plus, il a un effet très intéressant dans le plan de jeu ultra aggro, c'est d'empêcher un adversaire un avant de bloquer. Si c'est un avant qu'on ne peut pas gérer par d'autres moyens conventionnels, ça peut toujours faire l'effet en juste disant tu ne peux pas bloquer, je fasse mes attaques comme ça. Vous le remarquez, on joue uniquement ces soutiens là. On joue 15 soutiens et c'est 15 ninjas. Le plan de jeu est simple, on va essayer de mettre un maximum de soutiens ninja pour faire proc des effets au maximum. On ne joue que 15 soutiens, ce qui est un nombre assez faible, mais comme on joue un jeu ultra aggro, on préfère piocher des avants plutôt que des soutiens. On va jouer un deck qui va être assez peu cher, donc si on n'a pas trop de soutien, ce n'est pas très grave. Vraiment, l'objectif c'est d'être ultra aggro, donc on va jouer beaucoup plus d'avants que d'autres cartes. Donc 15 soutiens, c'est assez peu. En général, je ne recommande pas, je préfère jouer entre 16 et 18 soutiens dans un deck normal. Mais 15 soutiens dans ce deck-là, c'est juste ce qu'il nous faut, pas besoin de plus. Pourquoi on veut jouer des ninjas? Et bien en fait, on va jouer grâce au papa ninja qui s'appelle Edge et qu'on va découvrir tout de suite dans les avants. On commence tout de suite les avants avec la carte qui a rendu l'archétype non pas viable, mais carrément jouable. Edge Opus 11. Pourquoi Edge Opus 11 est vraiment la carte du deck? C'est très simple. Cette carte a 3 gros intérêts.
Le premier est qu'il réduit de 1 le coût de tous les ninjas, de nom ou de job. Et tant qu'il est sur le terrain, il nous permet de les jouer avec n'importe quel CP. Les ninjas se trouvent dans de nombreuses couleurs. C'est cette particularité qui a rendu le deck viable. C'était le problème de Ninja avant, vu qu'il y avait énormément de couleurs différentes, il fallait jouer beaucoup de couleurs différentes pour rendre le deck jouable. Et comme il n'y avait pas de color fixe dans ce deck-là, eh ben c'était très mauvais. Edge arrive et annule ce problème-là à lui tout seul. On peut jouer n'importe quelle couleur tant qu'on a Edge sur le terrain. Le fait de réduire les coûts des noms et des jobs n'est pas limité aux avants. Toutes les cartes ninja sont impactées, les soutiens compris. Vous comprenez donc que les soutiens qui coûtent majoritairement 2, à l'exception de Meina, vont nous coûter maintenant 1. Donc on va pouvoir jouer des soutiens très rapidement également. C'est-à-dire que même si on n'a pas beaucoup d'avance sur notre main, on peut aller très vite en termes de soutien pour pouvoir poser nos avants très rapidement une fois qu'on les piochera. En effet, chaque ninja qui entre sur le terrain alors qu'Edge est présent, on va placer un petit compteur Shuriken sur Edge. Et ces compteurs, on peut les enlever un à un pour faire 3000 points de dégâts en avant. 3000 points de dégâts? Vous trouvez ça fort, vous? C'est vrai que c'est pas très fort. Cela dit, si vous multipliez ce chiffre par 3 ou 4 fois par tour, vu que vous allez spammer le terrain de ninja, ça devient tout de suite beaucoup plus fort. Il va falloir que l'adversaire pose au moins 2 ou 3 avants pour éviter de se les faire détruire avant même qu'il n'ait le temps de faire quoi que ce soit. Edge, c'est la carte du deck la plus forte et c'est celle avec laquelle tout le deck va tourner autour. Le seul défaut de cette carte, c'est qu'elle est fragile. Elle n'a que 5000 points de force et elle n'a pas de compétences pour se protéger. Cela dit, on peut quand même noter qu'on peut retirer les compteurs en réponse. C'est-à-dire que même si la carte va mourir, elle peut emmener avec elle quelqu'un d'autre. C'est vraiment la carte du deck qu'il va falloir protéger et jouer autour. Vraiment, le deck ninja n'existerait pas s'il n'y avait pas cette carte-là. On va maintenant pouvoir voir ses petits copains. On va jouer 3 Tsukinoa opus 3. La carte n'est pas si impressionnante que ça à premier abord. Un coup de 1, certes, c'est pas très fort, mais on a 2 cas de force, ce qui se fait détruire par absolument tout et n'importe quoi. Il est difficilement bloquable, il ne peut pas être bloqué par un coup trop plus, mais elle va mourir avant même de rentrer en jeu, avant même de pouvoir attaquer. Cependant, il faut noter qu'il va gagner booster quand Edge est sur le terrain. Ce qui fait que tant que j'ai Edge sur le terrain, il va pouvoir attaquer le tour où il rentre en jeu. Mais également, son coup va être réduit de 1, vu que Edge est sur le terrain. Et Edge n'a pas de limite. Donc c'est une carte qui va nous coûter 0, qui va avoir booster, et qui va être très difficilement bloquable. Là, tout de suite, la carte passe de mauvaise à excellente. Elle va nous permettre de faire des plans de jeu ultra agressifs. En termes de jeu, paye 0 mana pour mettre un dégât adversaire. C'est une excellente carte d'aggro qui est en totale symbiose avec le nouveau Edge. Et on va la préférer à sa version de l'Opus 11 qui, si elle n'est pas mauvaise, ne rentre pas vraiment dans le plan de jeu ultra aggro qu'on souhaitait faire avec Ninja. Vient ensuite Geku Opus 11. Notre autre carte feu. Ce sont les 2 seules cartes feu qu'on va jouer avec le Ninja de l'Opus 5. Mais elle est tellement importante dans ce deck. Pour un CP feu, on peut lui donner bravoure. Là, ce qui est bien, mais sans plus. On va vraiment très peu s'en servir. D'autant qu'on ne va pas avoir beaucoup de CP feu à notre disposition. Edge ne rend pas les ninjas de n'importe quelle couleur, mais on peut juste jouer les ninjas de n'importe quelle couleur. Ce qui est une nuance assez importante à noter. Son véritable intérêt, c'est son entrée de jeu. Lorsqu'il rentre sur le terrain, on va choisir un avant contre notre adversaire et on lui inflige 2000 points de dégâts. 2000 points de dégâts? C'est faible. Non, c'est 2000 points de dégâts par job ou nom de carte ninja que l'on contrôle. Soutien compris. Comprenez que lorsque Geku rentre sur le terrain, on va souvent faire entre 12k et 16k de dégâts en avant. On va littéralement imploser les cases avant adverses. C'est notre gros géreur d'avant du deck. C'est lui qui va me dire, vous jouez une grosse carte, je vais te détruire ta carte. Et en plus de ça, il va rajouter des marqueurs à Edge. Donc on va pouvoir gérer un avant, tout en gérant d'autres avants tant que Edge est sur le terrain. Elle a 8000 de force, ce qui lui rend un body correct, pour pouvoir se gérer beaucoup de cartes différentes, même en attaquant. Vraiment, Geku est une carte indispensable dans le deck et à utiliser au bon moment pour gérer les grosses menaces. Arrive ensuite Zangetsu Opus 11. Lui, il va fonctionner un peu de la même manière de Geku.
C'est-à-dire, plus on va avoir de ninjas sur le terrain, plus son effet va être important. Lui, au lieu de détruire des personnages adverses, va dueler un nombre de personnages inférieur ou égal au nombre de ninjas que l'on contrôle. C'est idéal pour mettre fin à une partie en gérant les bloqueurs et les ressources de l'adversaire pendant un tour. Et un tour dans ce deck, c'est 2 à 4 dégâts faciles. Sachant qu'en plus pour un CP foudre, on peut lui donner booster, et que la foudre est l'un de nos éléments principaux du deck, on va très souvent pouvoir lui donner booster. Ce qui fait que dans une fin de partie, jouer Zangetsu équivaut certainement souvent au dernier tour de jeu, parce qu'on va mettre fin à la partie en tapant comme un bœuf, en ayant géré et les ressources et les bloqueurs de l'adversaire. Une carte excellente, qui est forte en début, milieu, et qui prend surtout son plus gros intérêt en fin de partie, quand on veut terminer le jeu. Arrive ensuite Jinai, que l'on va jouer en x2. Lui, c'est l'anti-attaquant par excellence. Il est fait pour gérer les attaquants adverses, étant donné qu'on peut le jouer pendant le tour adverse, vu qu'il a attaque arrière, qu'il met 4000 de dégâts quand il rentre sur le terrain en avant, qu'il a initiative, et qu'en plus de ça, lorsqu'il rentre sur le terrain, il met un marqueur sur Edge, ce qui va lui permettre de faire globalement 7000 points de dégâts lorsqu'il rentre sur le terrain, tant que Edge est sur le terrain. C'est-à-dire que lorsqu'un avant attaque avec un avant qui a moins de 11 000 de force, et que Edge est sur le terrain, vous pouvez être quasiment sûr que Jinai va le détruire en surprise. On ne joue qu'en x2 et pas en x3 pour la simple et bonne raison que offensivement, il n'arrête qu'à 4000 de force. Donc offensivement, il n'est pas très fort. Il est surtout là pour gérer les attaquants adverses, pour éviter de se prendre des dégâts, pour gérer des cartes, pour gérer les attaquants adverses si jamais l'adversaire ne s'était pas préparé à ça. On le restera de juste pour cette raison-là, mais la carte est vraiment excellente. Elle fait vraiment le café dans ce deck. Yugiri, c'est l'archétype de l'avant agressif. Elle gagne booster si l'adversaire ne contrôle pas d'avant. Ce qui fait qu'en début de partie, elle va faire des dégâts colossaux en tapant très vite. Sachant qu'elle ne coûte que 2 et que Edge réduit son coût de 1, pour 1, on a un avant qui peut avoir booster. On pourrait se dire, oui mais bon, une carte à 4000 de force qui n'a pas booster s'il y a des avants adverses, c'est pas très fort. Oui, mais sans compter sa compétence d'action, qui, si elle est un peu chère, est vraiment très forte. En effet, pour 4 dont 2 CP foudre, on peut détruire l'avant qui bloque Yugiri. Ce qui fait que l'adversaire ne peut pas décemment la bloquer. Il sait qu'il peut perdre son avant, sans même faire de dégâts à Yugiri. Si on joue bien nos ressources, Yugiri est un avant qui a souvent passé 100% du temps, de peur que l'adversaire ne perde son avant. C'est vraiment une carte exceptionnelle dans ce deck-là. Elle est agressive, elle fait de la gestion, elle coûte peu cher. Vraiment, la carte est excellente, vous verrez. En x1, on va jouer une seule Izaoi au plus 11. La carte n'est pas folle en soi. C'est une carte haut, la seule carte haut du deck, donc on va pouvoir la jouer que quand Edge est sur le terrain. Mais elle peut gérer des menaces que l'on ne peut pas gérer spécialement avec ce deck. Par exemple, si je ne peux pas faire de dégâts à des avants, elle va nous permettre de renvoyer en main un avant de coût inférieur ou égal au nombre de jobs ou non ninja que l'on contrôle sur le terrain. Ça peut nous permettre de gérer une grosse menace qu'on ne pouvait pas gérer habituellement. On ne prend pas ici sa compétence d'action vu qu'il faut de l'eau et que nous n'en avons pas. Mais en x1, elle peut nous servir de sauver certaines situations, mais la jouer plus ce serait une erreur. La carte n'est vraiment pas forte, renvoyer en main dans la méta c'est vraiment pas très fort, ça permet de refaire des effets d'entrée de jeu. On la joue qu'en x1 pour sauver certaines situations, et souvent on ne la jouera même jamais dans le deck. Mais elle peut servir, donc on peut la jouer. Puis vient une carte un peu étrange, Chevalier Oignon au plus 4. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? C'est une carte qui n'est pas forte, on l'a presque jamais vue. Elle n'est pas très forte. Oui, mais elle a un point de détail important, c'est un job ninja. Je sais que, vu le design de la carte, on pourrait se dire, bah non, elle n'est pas ninja. Mais pourtant, si, elle est ninja. Donc elle va pouvoir rentrer parfaitement dans l'archétype, en compagnie de ses copains, le Chevalier Oignon, sage de l'opus 1. Mais pourquoi la carte est intéressante? Elle est intéressante parce que elle fait tout ce qu'on veut dans ce deck-là. Elle fait des dégâts de gratte lorsqu'elle rentre sur le terrain, donc 3000 points de dégâts. Et en plus, en combinaison avec les autres Chevaliers Oignons Foudre, on peut vraiment détruire des avants sur un tour. Lorsqu'elle va attaquer, on fait des dégâts. Lorsqu'elle rentre sur le terrain, on fait des dégâts. Elle nous fait de la récursivité en récupérant nos cartes foudre de la main, c'est-à-dire Chevalier Oignon Sage. Et en plus de ça, si on a un Chevalier Oignon en main, on peut jouer un Chevalier Oignon Sage depuis notre main, depuis notre deck sur le terrain.
Ça combote très bien avec Edge qui permet de faire des dégâts de gratte. Vraiment, les chevaliers oignons dans ce deck là sont vraiment très forts. On ne joue que 2 chevaliers oignons sages parce que je préfère jouer une carte de staple en plus plutôt que d'avoir un 3e chevalier oignon. De toute façon, le but du deck va être de faire des parties assez courtes. Plus la partie va s'éterniser, moins vous allez être efficace. Donc, on n'essaye pas d'en avoir plus possible, on essaie de l'avoir au bon moment et c'est tout. Vraiment, les 5 chevaliers oignons sont des cartes géniales dans ce deck. À essayer, vraiment, vous verrez, c'est très fort. On quitte ensuite les ninjas avec l'inconnu. Mais rassurez-vous, il combatte parfaitement avec les ninjas. Son gros intérêt est de récupérer des avants FF4 dans la break zone. Et, magie, les 3 quarts de nos avants ninja sont FF4. En tout cas, les plus importants. Geku, Zangetsu, Tsukinoa et Edge. Edge en priorité, évidemment. Donc, en X-Burst ou lorsqu'il est sur le terrain, je peux récupérer un Edge depuis mon cimetière, depuis ma break zone, s'il a été géré ou si j'ai dû me défausser pour une raison X ou Y. C'est ce qui va nous permettre de rendre le deck plus récursif. Comme je vous ai dit, on joue vraiment beaucoup autour de Edge, donc on va essayer de le récupérer dès qu'il se fait gérer, étant donné que la carte est fragile. En plus de ça, il a un petit effet qui se coule qui est très intéressant, c'est qu'il va donner un simili bravoure à nos avants FF4. En effet, à la fin de notre tour, on va réactiver tous nos avants FF4. Ça vous permet d'attaquer et de pouvoir gérer des menaces, des grosses menaces en bloquant avec nos avants. Le fait qu'il ait un X-Burst, ça aide encore plus et rend la carte vraiment indispensable dans ce deck, c'est pour ça qu'on la joue en x3. Et enfin, ma dernière carte, ma staple, qui peut être complètement remplacée par une autre carte. Là, c'est vraiment un choix personnel. C'est une carte que j'aime beaucoup, c'est le Jidan légendaire de l'Opus 6. Il est difficile à gérer par l'adversaire, vu qu'il ne peut pas être choisi par les compétences. Il va nous permettre de regarder la main de l'adversaire à chaque fois qu'il va attaquer, de lui faire défausser un avant, de réactiver un avant lorsqu'on le fait défausser. Vraiment, elle rentre vraiment bien dans le deck pour savoir ce qui va nous attendre ou pour gérer des menaces avant même qu'elle ne rentre sur le terrain. On pourrait préférer sa version héroïque de l'Opus 3, mais je trouve que le fait qu'on puisse attaquer plusieurs fois, qu'on puisse le faire plusieurs fois dans le jeu avec cette carte-là, rend la carte plus intéressante que le H. C'est juste un choix personnel, vraiment, mettez la carte que vous voulez, vous pouvez rajouter un autre chevalier oignon, remettre un soutien. Vraiment, cette carte-là est remplaçable, c'est vraiment juste pour gérer certaines cartes qu'on ne pourrait pas gérer habituellement. Moi j'aime bien ce Jidan-là, je le joue là. Donc voilà, c'était la grosse partie du deck, les avants. On est maintenant parti pour les invocations. On commence les invocations par le bien trop vu malheureusement Diablo Opus 5. Mais c'est simple, pourquoi on la joue? Cette carte fait tout. Elle fait tout ce qu'on a envie dans les decks vent. De la destruction, de la réactivation, de la baisse de force. Vraiment la carte fait le café. D'autant plus qu'elle fait doublement le café dans notre deck parce que on peut détruire gratuitement un avant de coup 5 ou plus avec l'effet de la carte. Mais un avant de coup 4 ou moins généralement va être à 1000 de force. Donc il peut très bien survivre pendant un tour si jamais on ne lui fait pas les dégâts qui manquent. Sauf que dans ce deck là, des petits dégâts de gratte, on n'a que ça. Donc pour 5, on peut avoir une carte qui détruit n'importe quel avant sur le terrain, et qui réactive des soutiens ou des avants. Vraiment la carte fait le café, on la joue en x3. C'est vraiment très très fort. On ne va pas s'en priver même si la carte est trop vue. On va ensuite jouer 3 Ramuh Opus 5. Cette carte est géniale dans ce deck. On fait 7000 de dégâts en avant, ayant déjà reçu les dégâts. Dans ce deck, on va ping vraiment beaucoup, comme je l'ai dit, avec Edge, avec le ninja, avec tout plein de ninjas qu'on va jouer, qu'on va pouvoir... Avec ce deck là, on va ping vraiment beaucoup, notamment avec Edge. Et donc avec Edge, ça peut faire 10 000 points de dégâts à un avant qui rentre sur le terrain, ou qui a une compétence, quoi que ce soit. On peut gérer n'importe quel avant en défaussant un marqueur et un CP. Vraiment, la carte est excellente, elle n'est pas chère, aucun intérêt de ne pas la jouer en x3 dans ce deck là, c'est vraiment très très fort. Et pour finir nos invocations, on va jouer en 2 fois Valfor Opus 1. Cette carte elle est un peu étrange de prime abord, mais au final, elle est extrêmement intéressante dans ce deck. En fait, cette carte a 2 fonctions. Soit on va protéger nos cartes importantes lors d'une compétence ou d'une invocation en les renvoyant dans notre main. On peut aussi s'en servir pour annuler une phase d'attaque de l'adversaire. Il rentre en phase d'attaque, on lance Valfor, il ne peut pas attaquer ce tour-ci. Ça peut nous permettre de sauver nos derniers points de dégâts. Mais surtout,
elle va nous permettre de reset le terrain. Et quand on a un deck qui a beaucoup d'avants qui se jouent très vite, qui vont se booster les uns les autres, qui vont avoir des effets d'entrée de jeu très forts, c'est une carte qui va être vitale pour finir une partie. Je rejoue Edge, je rejoue pour 0 Tsukinoa, je rejoue pour 3 Geku qui retrétuit un avant, je rejoue Zangetsu, etc. On peut finir des parties avec Valfor. Il faut surtout en abuser quand on veut finir une partie pour abuser des entrées de jeu de notre deck, qui est vraiment la grosse force de ce deck là, c'est les entrées de jeu très forts. Donc c'est une carte qui est parfaite pour ça, pour finir une partie en resetant la partie et en virant les petites dernières cartes qui restent que l'adversaire a pu rejouer en fin de tour. Et donc c'est fini pour ce deck qui me plaît vraiment beaucoup. Vous verrez, le tester c'est l'adopter. Mais en plus, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est un deck qui est très peu cher. Il a très peu de cartes héroïques, très peu de légendaires, et même les 3 quarts des légendaires qui sont Diablo et Chevalier Oignon sont récupérables dans le même dual deck. Donc c'est à dire que même parmi les légendaires, vous avez les cartes les moins chères du jeu et les moins difficiles à trouver. Valfor peut être un peu compliqué à trouver, étant donné qu'il est dans l'opus 1, mais de mémoire la carte n'est pas très chère. Donc si vous commencez à jouer et que vous voulez vraiment vous mettre au jeu un peu compétitif, je vous conseille de jouer ce deck là. Il est très fort dans la méta actuelle, bien que très axé sur une seule mécanique, donc c'est le problème des decks aggro. Si l'adversaire ne nous gère pas, on va gagner la partie d'une manière très rapide. Par contre, si l'adversaire va nous gérer, on va être très mal. Mais il y a un double intérêt pour les nouveaux joueurs, c'est que il est très simple à jouer. Comme je vous ai dit, c'est de l'ultra aggro, on joue nos cartes, on fait leurs effets, on attaque. C'est très simple à prendre en main, mais en plus de ça, il y a quand même quelques petits tricks de jeu, notamment avec Edge et ses compteurs, qui vont nous permettre de gérer des situations un peu compliquées. Donc pour apprendre le jeu, je trouve que c'est un excellent deck. Donc, je vous invite vraiment à tester ce deck, parce qu'il est simple à build, simple à jouer, et extrêmement fun à jouer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les ninjas. Moi, je vous dis à une prochaine, passez une très bonne journée. Salut!